Il suffit d'un simple coup de stylo, et des soldats pointent des fusils M4 sur des citoyens américains. Grâce à une loi fédérale, le président peut déployer toute la puissance de l'armée américaine contre son propre peuple. Légalement, sans congrès ni avertissement, une simple signature suffit pour que la 82e division aéroportée patrouille dans votre quartier avant la fin de votre petit déjeuner. C'est la loi sur l'insurrection, déjà utilisée et pouvant l'être à nouveau. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons vous montrer comment l'Amérique entre en guerre contre elle-même. Ce n'est pas une relique oubliée enfouie dans les archives. La loi sur l'insurrection, toujours en vigueur, permet de déployer l'armée américaine à l'intérieur du pays. Que se passe-t-il vraiment quand un président appuie sur cette gâchette ? La loi figure au titre 10 du Code des États-Unis, section 251 à 255. C'est comme le protocole, briser la vitre en cas d'urgence, sauf que le président choisit ce qu'est une urgence. Et il y a 3 façons de l'activer. Premièrement, il y a une insurrection ou une rébellion totale, tellement chaotique que les forces de l'ordre normal ne peuvent plus fonctionner. Deuxièmement, un État refuse de protéger les droits constitutionnels de ses citoyens. C'est celle qu'Eisenhower a utilisée pour intégrer les écoles. Nous en reparlerons plus tard. Troisièmement, si la violence intérieure ou un complot empêche les citoyens d'exercer ces droits. Et ce dernier point est assez vague pour justifier à peu près n'importe quoi, ce qui peut poser problème. Normalement, l'armée ne peut pas opérer sur le sol américain en tant que force de l'ordre. C'est grâce au Posse Comitatus Act de 1878 qui dit en gros que l'armée fait la guerre à l'étranger, et que la police fait respecter la loi chez nous. Ce pare-feu vise à éviter que les soldats deviennent policiers. Mais l'Insurrection Act est la clé qui fait sauter ce pare-feu d'une seule signature présidentielle. En 2025, l'Insurrection Act menace encore des villes comme Chicago, où la criminalité élevée relance le débat sur le contrôle des forces de l'ordre. Juristes et analystes politiques expliquent soudain une loi vieille de 200 ans, inconnue de la plupart des Américains. Le débat passe du théorique à l'immédiat en temps réel. Quel pouvoir le président a-t-il pour déployer des troupes aux États-Unis ? Et qui décide si c'est justifié ? C'est ce débat qui fait passer l'Insurrection Act d'une note de bas de page juridique à la une de l'actualité. L'Insurrection Act a été invoqué près de 30 fois depuis 1807 généralement, en réponse à un chaos déjà présent. Aujourd'hui, la discussion a porté sur le déploiement préventif de troupes selon des statistiques criminelles et des décisions politiques. Que les autorités locales ne contrôleront pas la situation, même si elles insistent sur le fait qu'elles le peuvent. Qu'est-ce qui distingue vraiment la loi sur l'insurrection du recours à la garde nationale, souvent mobilisée lors d'ouragans ou de manifestations ? La garde nationale dépend des gouverneurs et agit comme milice d'État. Quand la loi sur l'insurrection s'applique, l'armée de terre, les marines, la marine et l'armée de l'air américaine passent pas sous contrôle fédéral direct. Ceux qui mènent des guerres à l'étranger agissent désormais dans votre ville. En septembre 1957, à Little Rock, Arkansas, la Cour suprême a exigé l'intégration scolaire sans distinction de race ou d'origine ethnique. Le gouverneur de l'Arkansas, Orville Talbus, a dit « absolument pas » et a ordonné à la garde nationale de l'Arkansas d'empêcher physiquement les élèves noirs d'entrer au lycée central. En défiant l'administration Eisenhower, le président, ex-commandant des forces alliées en Méditerranée et en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, n'allait pas laisser un gouverneur du Sud défier la Cour suprême. Alors il a fait quelque chose de spectaculaire. Il a fédéralisé l'ensemble de la garde nationale de l'Arkansas, forte de 10 000 hommes, les retirant complètement du contrôle du gouverneur, et a envoyé la 101e division aéroportée, en plus. Maintenant, vous aviez la garde nationale de l'Arkansas qui observait. Alors que les parachutistes d'élite américains escortaient 9 adolescents noirs au lycée, environ 1200 soldats ont été mobilisés. Ils ont placé un poste de commandement dans l'école et accompagné les Little Rock 9 à chaque cours. Ils surveillaient les couloirs et raccompagnaient les élèves, chez eux. Vous imaginez l'effet sur la communauté locale en fin de journée. Des soldats expérimentés, souvent vétérans de Corée, protégeaient des adolescents américains d'autres adolescents américains. Leurs fusils étaient équipés de baïonnettes, une vraie force de dissuasion. Un homme a été entaillé au bras, un autre frappé au visage avec la crosse d'un fusil après avoir tenté de saisir l'arme d'un soldat. Est-ce que ça a marché ? Oui, dans un sens. Les 9 élèves d'ICO ont fini l'année malgré les moqueries et violences. Mais cela signifiait aussi que les droits constitutionnels fondamentaux en Amérique étaient appliqués littéralement sous la menace des armes. La 101e division aéroportée est restée pendant 2 mois.
La garde nationale a ensuite assuré la relève pour le reste de l'année scolaire, se relayant comme lors d'un déploiement militaire. C'était exactement cela. Avec le recul, la plupart des Américains trouvent cela héroïque aujourd'hui. Le gouvernement fédéral a protégé les droits civiques, recourant à la force militaire si besoin. À l'époque, c'était très controversé. Des troupes fédérales occupaient un État, ignoraient son autorité et militarisèrent les écoles. Le 29 avril 1992, 4 policiers du LAPD ont été acquittés après avoir frappé Rodney King, malgré des preuves vidéo. En quelques heures, le centre de Los Angeles a explosé, causant plus de 50 morts en 3 jours. Des pâtés de maisons ont brûlé, les gangs ont semé le chaos et des milliers de bâtiments ont été pillés ou détruits. La police de Los Angeles était complètement et totalement dépassée. La garde nationale de Californie a été déployée, mais elle n'a pas pu contrôler les émeutes non plus. Le gouverneur Pete Wilson a sollicité l'aide fédérale. Le président George Herbert Walker Bush a invoqué la loi sur l'insurrection. En moins de 24 heures, des marines de Camp Pendleton et des soldats de Fort Ord occupaient Los Angeles. Finalement, plus de 10 000 soldats fédéraux ont été déployés à Los Angeles. C'est la plus vaste opération militaire aux États-Unis depuis la guerre de sécession. C'est-à-dire, plus de soldats à Los Angeles que dans certaines véritables zones de guerre. Des marines s'entraînaient pour l'assaut, surveillaient soudain les carrefours à Inglewood. La police militaire faisait circuler des Humvee à Compton. Les soldats établissaient des périmètres autour des supérettes incendiées appartenant à des Coréens, vérifiaient les pièces d'identité au point de contrôle et imposèrent des couvre-feux. Les règles d'engagement sont théoriquement strictes. L'Insurrection Act autorise les soldats à employer la force létale en cas de danger imminent pour eux ou autrui. Mais quand on place des Marines de 19 ans entraînés pour le combat, dans un environnement urbain chaotique la nuit, des choses arrivent. À Los Angeles, un Marine a tué par balle un adolescent finalement non armé. Dans le chaos, le Marine a vu ce qu'il croyait être une arme. Au 5e jour des émeutes de Los Angeles, la garde nationale a tué un automobiliste ayant voulu les percuter à une barricade. Ce sont des décisions instantanées prises lors du déploiement des forces militaires contre des civils. La présence militaire a duré 1 semaine, avant d'être réduite après stabilisation. Encore une fois, la vérité dérangeante est que cela a marché. La violence a cessé, les incendies se sont éteints, l'ordre est revenu. Et ce succès crée un précédent dangereux, qui suggère que la force militaire écrasante sera toujours une solution efficace, voire même nécessaire, face aux troubles civils. Le bilan final était de 63 morts, plus de 2000 blessés, et plus d'1 milliard de dollars de dégâts. Pendant 1 semaine, certaines zones de Los Angeles étaient sous occupation militaire. L'aide en cas de catastrophe a aussi illustré la rhétorique autour de l'Insurrection Act. En août 2005, l'ouragan Katrina, tempête de catégorie 5, a violemment frappé la côte du Golfe. Katrina a illustré ce qui arrive quand un président veut invoquer l'Insurrection Act et qu'un gouverneur s'y oppose. À quel point cela a-t-il presque causé une crise constitutionnelle? Comment en est-on arrivé là? Fin août, les digues d'eau protégeant la Nouvelle-Orléans ont cédé. La ville a été durement inondée. Environ 80% de la Nouvelle-Orléans s'est retrouvée sous l'eau en quelques heures. Certaines zones étaient submergées sous plus de 6 mètres d'eau. Les 30 et 31 août, les images de Louisiane étaient apocalyptiques. La Nouvelle-Orléans paraît submergée. Des gens meurent. Au Superdome, des milliers de personnes sans nourriture ni eau se sont réfugiées, tandis que le centre des congrès est devenu un autre abri désespéré. Des gens étaient piégés dans les greniers, alors que les eaux montaient, peignant des appels à l'aide sur leurs toits. Des corps flottaient dans les rues inondées. 2 semaines après, l'Amérique semblait un état défaillant à la télévision mondiale. La gouverneure Kathleen Blanco avait mobilisé la garde nationale de Louisiane, qui était débordée. Beaucoup de membres de la garde étaient en Irak. Cruelle ironie du moment. Ceux qui étaient disponibles n'étaient pas équipés pour gérer à la fois la réponse aux catastrophes, les opérations de sécurité et les recherches et sauvetages à grande échelle. Ce n'était pas pour cela qu'ils avaient été formés. Le 1er septembre, 3 jours après la tempête, le président Bush souhaitait mobiliser des troupes fédérales selon la loi sur l'insurrection. Les morts se multipliaient, les pillages étaient partout. De nombreux rapports, souvent faux ou exagérés, évoquaient des violences, fusillades et chaos. Mais Blanco a refusé, et c'est là que les choses sont devenues constitutionnellement compliquées. Elle refusait de confier la sécurité de son État aux forces fédérales. Elle savait qu'en plaçant la garde sous contrôle fédéral, elle perdrait ses pouvoirs de police, conformément à la loi Posse Comitatus. Elle ne voulait pas qu'un président puisse contrôler les forces d'un État contre la volonté du gouverneur. L'administration Bush a sérieusement envisagé d'invoquer la loi malgré tout. Les avocats de la Maison-Blanche ont rédigé l'ordre. Des unités du Pentagone se sont positionnées, et des appels houleux ont eu lieu entre Washington et Bâton Rouge. Finalement, Bush n'a pas signé l'ordre.
Le 3 septembre, un compromis fragile a été trouvé. La garde nationale d'autres États a été envoyée en Louisiane, sous coordination locale, avec soutien fédéral. C'était inefficace et maladroit sur le plan bureaucratique. 2 structures de commandement parallèles tentèrent de se coordonner. Mais cela allait éviter une crise constitutionnelle, et cela a probablement coûté des vies. C'est le calcul brutal quand les 2 camps campent sur leurs principes, et que des gens meurent. Le bilan officiel de Katrina s'élève à plus de 1800 morts, la plupart en Louisiane. Combien aurait pu être évité avec une réponse militaire plus rapide et mieux coordonnée? Nul ne le sait. Mais nous savons que le débat sur qui avait l'autorité pour déployer les troupes a duré des jours pendant que des gens mouraient. Si Bush avait appliqué la loi sur l'insurrection, cela aurait été légal. Les tribunaux auraient sans doute débattu longtemps. Mais à ce moment-là, des soldats fédéraux agissaient en Louisiane sur ordre de Washington, écartant le gouvernement local. La leçon est que, même dans les situations extrêmes, la politique, la constitution et l'image restent essentielles. Et parfois, elles comptent plus que l'efficacité. C'est soit un avantage du fédéralisme américain, soit un défaut majeur dans la gestion des crises. La dernière fois que la loi sur l'insurrection a presque été utilisée était en mai 2020. La mort de George Floyd, après qu'un policier se soit agenouillé sur son cou pendant plus de 9 minutes, a déclenché des manifestations dans tout le pays. À Washington District de Columbia, des manifestants ont occupé Lafayette Square près de la Maison Blanche. Des agents fédéraux ont évacué Lafayette Square avec gaz lacrymogène, balles en caoutchouc et force physique. En coulisses, le président voulait invoquer la loi sur l'insurrection. Il a clairement dit que si une ville ou un État ne protégeait pas la vie et les biens, il déploierait l'armée américaine. Pour citer rapidement, résoudre le problème. À l'époque, le public n'avait aucune idée que les membres du personnel de la Maison Blanche avaient réellement rédigé un ordre d'application de la loi sur l'insurrection. Il avait été rédigé, relu, et était prêt à être signé. Le débat à la Maison Blanche portait sur l'existence d'une justification juridique. Les villes ne pouvaient-elles vraiment pas maîtriser les manifestations, ou était-ce une démonstration de force? L'ordre n'a jamais été signé, Selon des rapports ultérieurs provenant de plusieurs sources, cela s'est finalement résumé à l'opposition des hauts responsables militaires, qui ont clairement fait savoir qu'ils pensaient que c'était une idée terrible. Pas illégale, juste terrible. Un Rubicon à ne plus franchir. Si le président avait signé cet ordre, cela aurait probablement été tout à fait légal. Politiquement explosif et controversé, cela aurait sans doute fini devant la Cour suprême. Mais c'était légal. Et l'autorité légale qui a failli laisser faire cela reste disponible, inchangée, pour le prochain président. Nous sommes sans doute plus proches de cette réalité qu'on ne le croit. Imaginez-vous réveiller demain la loi sur l'insurrection décrétée dans votre ville. Peut-être qu'il y a eu un incident majeur, des manifestations qui ont dégénéré ou une catastrophe. La raison importe peu. L'essentiel est son impact sur vous. Vous êtes sans doute réveillé par une alerte d'urgence sur votre téléphone. Urgence civile, couvre-feu de 20h à 6h. Restez calme, suivez les consignes du personnel militaire. Le message vous dirige vers un site gouvernemental pour plus d'infos. Vous consultez les réseaux sociaux pour comprendre la situation. Internet est lent, vraiment lent. Certaines applications ne se chargent pas du tout. Vous ignorez si c'est le serveur ou les communications qui sont contrôlées. Vous tentez d'appeler un ami de l'autre côté de la ville. L'appel passe, mais il y a un étrange délai. Presque comme les appels internationaux autrefois. Vous voyez un Humvee militaire à l'intersection. 2 pâtés de maison plus loin. On voit des soldats, clairement des militaires, pas des policiers. Ils portent un équipement de combat complet avec casque, gilet pare-balles et fusils sur leurs véhicules et uniformes. L'armée divise les villes en secteurs, autoroutes, comme frontières, repères en points de ralliement. Une seule brigade d'infanterie, soit environ 3500 soldats, peut contrôler une ville de 10 000 habitants. Les chiffres tiennent parce que la plupart des gens obéissent quand quelqu'un en gilet pare-balles avec un fusil d'assaut leur dit quoi faire. Ces soldats opèrent, selon des règles différentes de celles de la police. Les policiers ont besoin d'un motif probable pour vous fouiller. Les militaires sous l'Insurrection Act relèvent du titre 10, leur offrant plus de latitude. Vos droits. Miranda deviennent flous. Les critères pour l'utilisation de la force létale contre vous sont différents. Les soldats apprennent à éliminer les menaces immédiatement, sans chercher à les désamorcer ou à questionner d'abord. En fin de matinée, vous partez travailler, faire des courses et appeler votre famille. En moins de 10 minutes en voiture, vous arrivez à un point de contrôle. Un soldat d'environ 22 ans, peut-être le fils de votre voisin, vous intime de vous arrêter. Il s'approche de la fenêtre, reste poli mais ferme, et demande votre pièce d'identité et votre destination. Vous lui donnez, il transmet à son sergent par radio, puis vous attendez. D'autres voitures s'alignent derrière vous. Le soldat, calme mais vigilant, garde son doigt près du pontet de son fusil M4.
Il insiste sur la raison de votre déplacement. Vous dites que vous allez voir vos parents, puis au travail, peu importe. Il rappelle la radio et attend. Après plusieurs minutes, il entend enfin. Vous pouvez passer. Vous devriez rester sur les routes principales et vous rappeler que le couvre-feu est à 20h. Assurez-vous d'être chez vous à cette heure-là. C'est une sensation irréelle alors que vous continuez à conduire. Des véhicules militaires occupent chaque grand carrefour. Les rues sont désertes. Un hélicoptère Black Hawk survole la zone. Vous voyez un groupe de personnes à un coin de rue et des soldats qui vérifient leurs papiers d'identité, les faisant s'asseoir sur le trottoir pendant qu'ils transmettent leurs informations par radio. Dans l'après-midi, vous rentrez chez vous et vous allumez la télé. Les informations sont diffusées, mais il y a quelque chose d'étrange. Diverses chaînes transmettent des messages similaires sur le calme après le couvre-feu et la coopération avec les autorités. Des points de presse ont lieu avec des officiers militaires et des responsables fédéraux. Les présentateurs locaux paraissent nerveux et prudents. Les réseaux sociaux sont bizarres. Peu de publications sur ce qui se passe, moins qu'attendu. On trouve des vidéos de véhicules militaires, de soldats au point de contrôle et des publications critiquant les couvre-feux et l'abus de pouvoir fédéral. Mais aucun direct. Ceux-ci semblent indisponibles ou sont rapidement coupés. Tu ne peux pas dire si les gens ne publient pas ou si les publications ne passent pas. Le soir, tu rentres tôt pour éviter d'être dehors après le couvre-feu. Les hélicoptères volent toujours au-dessus de ta tête, tournant et patrouillant. Qui sait pourquoi ? Par ta fenêtre, tu vois le Humvee toujours au carrefour, avec plus de soldats et des projecteurs installés. Tu te demandes combien de temps tout ça va durer ? Des jours ? Des semaines ? Qui décide quand ce sera fini ? Que fais-tu en cas d'urgence après le couvre-feu ? Prends-tu le risque de sortir ? Situation inconfortable, mais tu as encore des droits constitutionnels. La Constitution n'est pas suspendue, mais faire respecter ces droits devient compliqué. Si des soldats te détiennent, peux-tu appeler un avocat immédiatement ? Techniquement, oui. En pratique, peut-être pas tout de suite. Les centres de détention militaire ne sont pas des prisons ordinaires avec des procédures établies. Tu pourrais rester assis dans une zone d'attente pendant des heures si les soldats veulent fouiller ta voiture ou ta maison. Est-ce une violation du 4e amendement ? Cela dépend de la justification et des pouvoirs accordés. En urgence, les critères de cause probables deviennent flous. Tu n'es pas traité comme un combattant ennemi, mais tu n'es pas non plus traité comme un citoyen pleinement autonome. Tu es quelque part entre les deux, comme un risque potentiel pour la sécurité à gérer, surveiller et contrôler. Le poids psychologique est écrasant. Ce sont des soldats américains, peut-être de ton état, qui te regardent avec une évaluation tactique. Tu es constamment évalué. Es-tu obéissant ? Ou un problème ? Une menace ou pas de menace ? Tu ne peux même pas protester efficacement contre la situation. Se rassembler en groupe est restreint. S'organiser est difficile quand les communications sont surveillées. Et prendre la parole pourrait te faire repérer comme fauteur de troubles. C'est la carte ACE fédérale qui ne disparaît pas. Alors pourquoi le Congrès n'a-t-il pas réformé cela ? Pourquoi ? Aucune garantie, contrôle ou clause de caducité. Les deux parties veulent clairement garder ce pouvoir pour l'utiliser au besoin. C'est un dilemme du prisonnier politique. Personne ne veut abandonner l'autorité puis faire face à une crise nécessitant cette autorité. Depuis des années, certains proposent d'exiger une approbation du Congrès sous 72 heures, un contrôle judiciaire, une expiration après 30 jours et des définitions plus claires de l'insurrection. Aucune n'a été adoptée. Peu importe qui est au pouvoir, les politiciens ne limitent jamais la présidence. Quand c'est leur tour à la Maison-Blanche, l'autorité demeure intacte depuis 1807 en attendant. La technologie rend tout cela encore plus terrifiant. En 2025. En 1957, Eisenhower a envoyé à Little Rock des troupes équipées de radios et de fusils. En 92, Bush a envoyé des troupes à Los Angeles avec hélicoptères et vision nocturne. Aujourd'hui, chaque smartphone sert de dispositif de suivi. La reconnaissance faciale scanne les foules en temps réel. Le renseignement militaire peut cartographier des réseaux de mouvements sociaux grâce aux métadonnées des téléphones portables. Ils savent qui échange des messages, qui se rencontre, où et qui sont les meneurs. On peut déjà le déployer sur le territoire national. Cela attend seulement l'autorité légale de l'activation de la loi sur l'insurrection. Ce pouvoir nous rappelle que la plus grande menace pour l'Amérique ne vient peut-être pas de l'extérieur de nos frontières, mais des pouvoirs que nous avons remis à notre propre gouvernement. La loi sur l'insurrection illustre comment les États-Unis pourraient utiliser leur armée contre leur population sous couvert de protection.